bien, on va donc continuer le déroulé du programme avec donc ce premier grand témoin, à tout seigneur, tout honneur. C'est donc à Pierre-André de Chalandard que nous avons proposé d'être le premier grand témoin de cette question sur le retour donc, de la géopolitique. Ça vient d'être évoqué à l'instant par Sylvie Matelli. On parle en effet de retour. Alors, pas dans l'intitulé des entretiens, mais en tout cas dans l'intitulé de cette première table ronde, de ce premier grand témoin, puisque ça a été rappelé, la géopolitique a été d'abord gelée dans l'entre-deux-guerres, dans l'après-guerre, pardon. Puis beaucoup ont pu, depuis une cinquantaine d'années, à l'heure de la mondialisation heureuse, et de ce qui apparaissait comme une forme de fin de l'histoire, ça a été évoqué aussi, et qui apparaissait comme les effets vertueux du doux commerce, considérer que, bon, en gros, il y avait un effacement définitif du politique au sens large dans la marche du monde. Les économistes ont pu l'oublier, qui peuvent avoir tendance à réduire finalement l'activité de l'entreprise à une espèce de voie à sens unique qui va des facteurs de production vers des marchandises qu'il s'agit ensuite de vendre. Voilà, c'est guère plus compliqué que ça. Les entreprises peut-être l'ont oublié également, qui ont été peut-être pendant une période peu conscientes de ces risques géopolitiques, qui ont embrassé ce mouvement de mondialisation et se sont peut-être longtemps cru immunisés contre les turbulences politiques et mondiales qui paraissaient être réglées par ailleurs. Business is business, as usual. Et voilà, finalement, les choses allaient bien comme ça. Elles se retrouvent aujourd'hui, ça a été également évoqué, prises en étau dans des relations interétatiques qui ressurgissent, ou en tout cas qui se manifestent de nouveau. Elles se trouvent prises au sein de crises, de conflits internationaux, de guerres économiques, voire même dans des économies de guerre, puisque on parle à nouveau de cette part de la littérature sur l'économie de guerre. Les États, les gouvernements, le politique aussi, enfin, l'ont peut-être oublié. Ils ont pu oublier que les politiques qu'ils mènent sont concernés par ces considérations, les politiques industrielles, les politiques commerciales. Ils ont, pendant très longtemps, rendu tabou, avant qu'il redevienne à la mode, le terme de souveraineté, y compris sur le plan économique. Ils ont d'ailleurs pu aussi oublier que les entreprises étaient un acteur clé de la souveraineté politique. Et on voit bien que tout ça est en train de revenir dans le débat public. Donc voilà, l'idée c'est, dans ce premier temps, d'aborder un certain nombre de thèmes qui seront ensuite approfondis tout au long des 2 journées auxquelles nous allons assister. Et nous allons donc, Florence et moi, interroger sous un flot ininterrompu de questions Pierre-André de Chalandard sur ces questions. Je laisse Florence commencer. Donc oui, je vais commencer. Pas sûr qu'il marche, oui. Peut-on et en quoi parler d'un retour de la géopolitique? Alors, bon, Madame Matelli a dit qu'on abordait ce mot en fonction de qui on était. Donc moi, je ne suis pas un politologue, je ne suis pas un géographe, je suis un industriel. Et donc ma lecture est un tout petit peu différente. Il y a beaucoup de points communs avec ce que vous avez dit, mais j'ai une lecture un petit peu différente. C'est la lecture que j'ai vécue en 40 ans de vie industrielle chez Saint-Gobain. J'ai vécu vraiment 2 périodes. J'ai vécu une première période qui était... bon, alors vous avez parlé de la fin de la guerre froide, mais j'allais dire, le monde communiste n'était, d'un point de vue économique, pas très important. Donc on était déjà dans ce qui arrivera après la fin de la guerre froide, qui est un monde, où on a parlé de la fin de l'histoire, et où pour les entreprises, à partir de la chute du mur de Berlin, l'idée c'était de dire, on va s'étendre en fonction de là où on était déjà avant, dans le maximum de pays, et donc l'ensemble de la Terre devient un terrain de jeu pour l'entreprise, et la notion de géopolitique n'est pas prise en compte. Est-ce qu'on était... on avait tort, je ne sais pas, mais on ne l'a pas prise en compte. Alors c'est Montesquieu, oui, c'est le doux commerce, mais ça a vraiment... Et donc on a cherché à s'étendre de plus en plus, à ce que les raisonnements économiques qui soient sur un territoire très large. Donc on va aller acheter, même si c'est très loin, on va aller acheter très loin parce que c'est moins cher. Et donc les chaînes de valeur se disloquent. Et puis il y a une deuxième période. Alors comment la dater? Moi je pense que la date clé, il y a un petit peu déjà la crise de 2008, mais la date clé pour moi c'est l'arrivée de Trump en 2016.
où là, les Américains, parce que quelque part, on aurait pu aussi décrire toute cette période, la fin de l'histoire, comme la Pax Americana. Hein. Il y avait quand même le gendarme qui faisait qu'il n'y avait pas de sujet géopolitique important. Et Trump, c'est la prise de conscience et l'affirmation qu'avec les Chinois, on continuait pas sur le schéma d'avant. Le schéma, on les avait fait rentrer dans l'OMC et qu'on n'avait plus à perdre. Et donc, avec Trump, on a une fragmentation du monde qui démarre. On en reparlera tout à l'heure, mais ça a été vraiment... Alors, le Covid la crise Covid a accentué ce phénomène avec les notions de souveraineté. Mais vraiment, la deuxième période. Dans cette deuxième période, les entreprises se sont rendues compte que si, par exemple, elles veulent aller dans un pays, si elles sont dans ce pays va leur dire « Ah oui, mais vous ne pouvez pas aller là ». Et donc, on est obligé de prendre en compte ce que les États disent. Et d'où un retour vraiment très fort de cette notion dans les stratégies des entreprises. Alors, il y a des stratégies très, très différentes. Hein, il y en a qui vont dans des endroits, qui vont dans d'autres endroits, mais ils sont obligés de prendre ça en compte. Et ça, c'est un gros, gros changement que je date à peu près de 2015-2000. Alors, il y a des pays ou des entreprises qui n'ont pas voulu. Hein, les Allemands sont les champions, ils ont été les champions alors après la troisième étape, après le Covid, ça a été la guerre en Ukraine, mais avec le gaz russe, ils n'ont pas voulu. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe en Chine, les Allemands sont aussi dans une certaine forme de déni de géopolitique. Ils pensent qu'ils vont pouvoir être très bien avec les Américains et les Chinois. Bon, c'est pas évident, mais en tout cas, la majorité des entreprises sont dans un cadre très différent de celui dans lequel elles ont vécu jusqu'à, j'allais dire, 2015-2016. Je pense que c'est à peu près ça la coupure. Donc il y a vraiment une attention à ces sujets. Toutes les entreprises internationales, dans leur conseil d'administration, dans leur réflexion stratégique, prennent en compte cette dimension de la politique et de l'impact de la politique d'un État peut avoir, on va aller là ou on ne va pas aller là, on va changer. Alors qu'avant, on ne faisait pas attention, on regardait uniquement le potentiel économique d'un pays. Alors ce retour des frontières que vous évoquiez, enfin en tout cas de la prise en compte des frontières et des considérations géopolitiques par les entreprises, je disais tout à l'heure que les États avaient peut-être mésestimé ou ignoré que les entreprises étaient d'une certaine manière, en tout cas un des acteurs clés, sinon le premier, d'une forme de souveraineté et d'existence dans le jeu géopolitique. Est-ce qu'à l'inverse, les entreprises reprennent conscience, si tant est qu'elles l'aient oublié, reprennent conscience de leur caractère national, indépendamment du fait, en tout cas de leur appartenance nationale, indépendamment du fait qu'elles soient, pour certaines d'entre elles, maintenant des entreprises largement multinationales et internationalisées. Oui, alors moi, personnellement, je ne crois pas beaucoup à la notion d'une entreprise globale. J'ai souvent dit qu'une entreprise globale, c'est une entreprise américaine qui va à l'étranger. Mais ça reste une entreprise américaine pour moi. Et là, avec ce retour de la géopolitique, les entreprises reprennent conscience qu'elles sont de quelque part, qu'elles sont d'un pays. Et en fait, quand on a dit que les entreprises étaient devenues des acteurs très importants géopolitiques, moi je crois que le politique gagne toujours face à l'économie. Ce qui s'est passé pendant la première période, c'est que le politique n'a pas voulu jouer un rôle vis-à-vis des entreprises et de l'économie. Et donc les entreprises ont pu se croire puissantes. Mais dès que le politique reprend ses droits, c'est toujours le politique qui gagne. Et donc la nationalité, dans un monde où les États réaffirment leur puissance, ça devient quelque chose de très important. Alors, il faut mettre ça en balance avec le fait que, quand on est implanté dans beaucoup de pays, on a beaucoup d'États qui vous donnent des instructions. Et là où ça devient très compliqué sur la nationalité, c'est quand vous avez un certain nombre de pays qui émettent des règles d'extraterritorialité. Les premiers qui l'ont fait, c'est les Américains avec le dollar, mais vous avez vu aussi avec les sanctions. Mais vous avez vu, on a eu un moment assez compliqué entre les États-Unis et la Russie, et on pourrait avoir ça avec la Chine, où l'un dit que si vous traitez à travailler avec l'autre, c'est pas bien, et l'autre dit exactement le contraire. Et donc, on va être enserré dans des règles, mais in fine, l'état d'origine reste, à mon avis, très important.
Et face à ce retour de la géopolitique, quelles sont les principales modifications de comportement que ça a pu induire? Est-ce que par exemple la recherche de résilience, la capacité d'amortir toutes sortes de chocs variés et divers a remplacé une pure logique d'efficacité économique? Est-ce que c'est l'obsession pour la redondance dans les chaînes d'approvisionnement? Voilà, quelle est l'inflexion que vous avez pu noter dans les stratégies des grandes firmes? Alors, il y a des entreprises qui ont des business models très différents. Saint-Gobain, on a un business model très local. Donc, il faut fabriquer dans le pays pour vendre dans ce pays. Vous avez les entreprises, on parlera avec, je crois, Safran un peu plus tard, qui lui est complètement à des chaînes de valeur mondiales. Dans les semi-conducteurs, c'est complètement mondialisé. Donc, en fonction du secteur d'activité, on a des... Mais globalement, moi, ce que j'ai vu, et j'ai vu ça très nettement chez Saint-Gobain, pourtant métier local, c'est que... et là, c'est pas Trump, là, le premier déclic pour moi, ça a été Fukushima en 2011 chez Saint-Gobain. Fukushima, on s'est rendu compte qu'avec le tsunami au Japon, il y avait dans un certain nombre de matières premières, en l'occurrence pour nous c'était des polymères dont on avait besoin pour toutes nos usines dans le monde, et que tous les fournisseurs étaient japonais. Et donc on a eu une première grande crise. Le Covid en a montré plein d'autres. Et depuis, ça s'est multiplié. Donc oui, il y a une tendance en ce qui concerne les chaînes de valeur. Et donc pour Saint-Gobain, c'est essentiellement les achats. Moi, je me souviens, toute la première période, à partir de 1995 jusqu'en 2010, on a cherché à réduire le nombre de fournisseurs, l'efficacité économique maximale, peu importe où il était, il fallait que ce soit le moins cher, même s'il venait de très loin. Et j'allais dire, on ne regardait pas quel type de pays. Et ça, on en est revenu. Alors moi, j'ai commencé à lancer le retour en arrière en 2011. Je pense que beaucoup d'entreprises, depuis quelques années, sur leur chaîne de valeur, font attention. Et là, la crise sanitaire a été, pour ceux qui ne l'avaient pas vu avant, a été un wake-up call incroyable. C'est de dire, il ne faut pas qu'on dépende trop d'un seul endroit. Et donc, on va avoir plusieurs fournisseurs, même si ça coûte un peu plus cher, on va avoir plusieurs fournisseurs et dans des zones géopolitiques différentes, qui fait que s'il y a un problème à un endroit, alors on ne peut pas toujours, mais globalement, la tendance des entreprises, elle est d'aller dans cette direction. Ça, c'est très clair. Alors du coup, est-ce que les intérêts des entreprises et des États sont-ils convergents? Et est-ce que, par exemple, le désir d'une certaine retour de la souveraineté par une certaine relocalisation, par des chaînes de valeur, par une réindustrialisation du continent européen se retrouve dans les stratégies des firmes? Et est-ce que les firmes internationales peuvent-elles être des instruments de puissance pour les États? Alors, globalement, quand même, les entreprises, elles obéissent à des considérations économiques. Alors, en vous disant qu'on pouvait avoir plusieurs fournisseurs au lieu d'un pour des questions de résilience, je fais une entorse. Mais ces entorses, elles vont pas forcément aussi loin que ce que souhaiteraient les États. En d'autres termes, dire qu'un certain nombre de productions qui se faisaient en Europe ou en France il y a 30 ans et qui sont parties parce que les facteurs de production étaient très très différents de ceux qu'on pouvait avoir ailleurs, je pense que c'est illusoire de se dire qu'on va tout relocaliser. Ça ne reviendra pas. Je pense que là où les États peuvent jouer un rôle important, c'est d'essayer de localiser les sujets importants de demain dans leur pays. Donc, plutôt que si on parle de réindustrialisation, plutôt que de relocalisation, je dis que c'est l'industrialisation sur les sujets. Et là, il faut arriver à trouver des éléments qu'il faut qu'on puisse être compétitif. Donc voilà, il y a toujours une tension, si vous voulez, entre cette résilience et les facteurs économiques. Sachant que l'indépendance et l'autonomie, ça n'existe pas, en tout cas pour l'Europe ou pour la France. Alors, regardez, les matières premières, on ne les a pas. Donc la souveraineté, c'est d'être dans une situation où quand on n'a pas quelque chose, on a le rapport de force qui fait qu'on peut l'obtenir de l'autre, qui ne va pas nous bloquer. On l'a vu, l'exemple typique, c'est l'histoire des vaccins pendant le Covid, où on n'avait pas de vaccin. Les Américains ne voulaient pas nous donner, mais comme il y avait des choses qu'on avait dans certains pays et dont les Américains avaient besoin, finalement, ils nous ont donnés. Donc c'est ça la souveraineté. Ce n'est pas le rêve de l'autonomie, d'avoir tout. Alors,
certainement pas au niveau français, mais pas du tout non plus au niveau européen, puisque la situation de l'Europe fait que sur toute une série de matières premières, d'énergie, on ne les a pas en Europe. Donc il faut avoir des points forts qui fait qu'on peut obtenir... voilà, donc ça c'est le jeu des États, hein, mais ça se décline aussi pour les entreprises. Et du coup, dans quelle mesure les politiques industrielles des pays ont un impact sur leurs choix stratégiques, géopolitiques et du coup la déclinaison pour les États? Les pays cherchent aujourd'hui à se positionner à la fois pour avoir augmenter cette souveraineté, donc avoir des points forts. Et le danger, ce serait de vouloir faire tout et rien bien. Il vaut mieux, de mon point de vue, c'est comme ça que les entreprises bâtissent leur stratégie, je pense que les États doivent faire la même chose, c'est chercher à avoir des points forts qui fait que du coup, on est en capacité, parce que les autres vont avoir besoin de nos points forts, d'obtenir qu'on soit approvisionné sur des sujets sur lesquels on est moins bon. Je pense que c'est ça la seule manière, en tout cas au niveau de l'Europe, de réagir. Alors vous évoquiez tout à l'heure le fait que au final, c'est toujours le politique qui l'emporte lorsqu'il décide de l'emporter. Sur ces questions-là, en matière de justement stratégie, de politique industrielle, alors vous l'avez dit, il ne faut peut-être pas raisonner dans le champ franco-français, le niveau européen est lui-même peut-être insuffisant, mais en tout cas au niveau européen, on l'évoquait tout à l'heure aussi, si vous aviez des indications à donner, des souhaits à donner de ce que vous considéreriez comme étant les bonnes directions en matière de politique industrielle, de politique de souveraineté économique, que le politique pourrait faire et sur lesquelles pourraient converger les stratégies des firmes. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, et je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais quand je regarde les grands enjeux de demain, qui sont les grandes transitions auxquelles on va avoir affaire, la transition climatique, la transition numérique, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, quand je regarde les politiques qui sont mises en œuvre d'un côté en Chine, de l'autre côté aux États-Unis et d'un troisième côté en Europe, je suis un peu inquiet que les Européens ne se donnent pas les moyens suffisants pour que soient localisés chez eux les grands acteurs et les grandes capacités de production qui sont nécessaires dans ces deux domaines. Alors on a parlé vous avez parlé tout à l'heure des GAFA. Les GAFA, ils sont aux États-Unis. Donc dans le domaine de l'intelligence artificielle, on voit que les capacités d'investissement de ces entreprises sont sans commune mesure aujourd'hui avec ce que les Européens ou les Français sont capables de développer. Alors on peut avoir des succès, mais enfin quand même l'arithmétique ne nous est pas complètement favorable. Alors que l'épargne en Europe permettrait de le faire. Si je prends le sujet de la transition énergétique, là aussi, le grand danger, c'est que on avance plus vite sur la voie de la décarbonation en Europe, mais on avance plus vite alors qu'on pensait, qu'on espérait il y a 10 ans, en ayant de l'avance, on espérait qu'on prenne le leadership sur les technologies clés qui étaient nécessaires à cette transition. Aujourd'hui, on voit qu'on est en risque important que cette transition elle se fasse chez nous avec des biens qui sont produits ailleurs, en particulier en Chine. Et donc de ce point de vue-là, c'est bon pour le climat. Est-ce que c'est bon pour l'économie européenne? C'est moins évident. Donc, je pense qu'il y a un besoin de l'apport des politiques industrielles au niveau européen. Mais ça suppose aussi un changement dans le logiciel européen, qui est de bien comprendre que la géopolitique a changé, voilà, et que les règles de l'OMC, il y a un peu aujourd'hui que les Européens qui y croient. Vous avez parlé
des accords de désarmement. Moi, dans le commerce, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, tout ce qui est multilatéral, très large, a plutôt en démantèlement. Et les seuls qui y croient encore, c'est les Européens. Et donc, quand on voit que les Chinois, sur toutes ces règles de l'OMC, ils s'assoient dessus toute la journée, sans le dire. Les Américains, ils le disent, mais dans les deux cas, on a un peu le sentiment que l'Europe est ouverte à tout vent et qu'on va progresser sur ces sujets, mais avec des biens qui sont produits soit en Chine sur les sujets de la transition énergétique, soit, et ce n'est pas forcément des biens, mais c'est des services, enfin de la valeur ajoutée qui est produite par les Américains dans le cadre, dans le contexte de la digitalisation. Donc voilà, le risque pour l'Europe, c'est de ne pas être suffisamment présent sur la localisation en Europe des grands sujets industriels de demain. Voilà, moi, ce que je vois comme un risque aujourd'hui. Alors, on essaye d'avoir des politiques pour aller dans ce sens-là, mais l'Europe, c'est plus compliqué. Voilà. Et alors, du coup, comment les entreprises européennes peuvent-elles faire face à des règles du jeu qui ne leur sont pas nécessairement favorables? Alors, les entreprises européennes, en fait, c'est là où il peut y avoir un décalage entre les entreprises et les États. C'est que les entreprises européennes, elles sont, dans leur créneau, très bien placées. Et elles se débrouillent très bien. Mais le risque, c'est qu'elles aient une part croissante de leur activité qui soit en dehors d'Europe. Leur activité de production. C'est ça le risque qu'on court avec cette situation. Et donc, c'est là que dans un monde où il y a une compétition, où la politique intervient, les Européens, et je rejoins un peu votre conclusion, les Européens ont besoin de prendre en compte la géopolitique. Ce qui, pour des raisons que vous avez très bien indiquées tout à l'heure, ce qu'ils ne veulent pas le faire. La géopolitique en Europe, elle a été le fait des États. Et il y avait deux puissances géopolitiques en Europe, une qui n'y est plus, c'est l'Angleterre, et l'autre qui y est, c'est la France. Les autres pays européens se sont pas appropriés le concept de la géopolitique. Et la France a beaucoup de mal, maintenant il n'y a plus les Anglais, mais la France a beaucoup de mal, c'est la seule qui prêche dans ce sens à Bruxelles, et on est un peu isolé, à faire prendre en compte cette notion géopolitique au niveau européen. Donc le retour de la géopolitique, pour conclure, nécessite un retour du politique, alors peut-être pas tel qu'on l'a conçu, en tout cas une volonté de refaire de la politique et de refaire de la politique industrielle, de redevenir un État stratège, de favoriser, puisque vous évoquiez que l'enjeu est moins la réindustrialisation que la localisation des activités à venir, donc peut-être créer aussi un environnement favorable à l'innovation et à la création économique et d'entreprises en Europe. Tout à fait ce que je crois, oui, je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça aujourd'hui en Europe. Et le cadre dans lequel on a vécu pendant longtemps est un cadre qui est aujourd'hui obsolète. Parce que je pense que les grandes puissances en dehors d'Europe ont abandonné ce cadre pour se préoccuper de ce qui se passe chez eux. Voilà. Et donc, dans ce contexte, si l'Europe ne le fait pas, l'Europe sera dans une position difficile. Et c'est donc un gros changement pour l'ADN européen, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Donc voilà. Alors mais ça, c'est un sujet, j'allais dire, plus les grandes entreprises, elles se débrouillent très bien. Mais les grandes entreprises, quand on ne leur donne pas de cadre, elles se créent leur propre cadre. Et donc, si les États veulent qu'il y ait un cadre qui soit plus favorable, il faut qu'elles l'imposent aux entreprises. Enfin, quand je dis l'impose, en l'occurrence, c'est les aider à être plus en Europe. Merci beaucoup de cette lecture très complète du présent et des esquisses de l'avenir. Merci. Voilà.